Bonjour à tous, aujourd'hui dernière vidéo avant les vacances, nous allons passer à la géographie afin d'étudier le thème 3 du programme, à savoir des mobilités généralisées. Alors petite introduction pour commencer, tout d'abord la définition du terme de mobilité. Donc les mobilités sont tous les déplacements ou changements de lieu effectués par une personne, et donc derrière ce terme de mobilité, on voit bien qu'il y a des déplacements de nature très différente, c'est ce qu'on va voir au cours de ce chapitre. À l'échelle mondiale, les hommes sont de plus en plus mobiles. Au cours des dernières décennies, le monde a été profondément transformé par ces mobilités. Donc pour illustrer cela, vous pouvez voir ici deux photographies, toutes les deux prises dans la mer Méditerranée, toutes les deux présentant un bateau, et donc des mobilités, mais des mobilités de nature très différentes. En haut, nous avons une photographie d'un bateau de croisière au large de l'Italie, et en bas, nous avons la photographie d'un bateau de migrants également au large de l'Italie. Donc on peut voir que dans ce même espace, donc la mer Méditerranée, on a deux exemples de mobilité majeures, le tourisme et les migrations, des mobilités évidemment très différentes, mais qui font partie voilà, de cet ensemble de mobilités au niveau international. Ainsi, les facteurs expliquant l'augmentation de la mobilité à l'échelle mondiale sont multiples. Il peut s'agir aussi bien de fuir un danger que de vivre mieux, travailler, étudier, par exemple avec l'exemple d'Erasmus au niveau de l'Europe, s'enrichir ou tout simplement visiter, comme c'est le cas avec le tourisme. Dès lors, les enjeux que ces mobilités soulèvent sont très variés. Il y a des enjeux géographiques évidemment, mais également économiques, sociaux, politiques ou encore géopolitiques. Cela marche aussi bien pour les espaces de départ, départ des migrants, départ des touristes, comme pour les espaces d'arrivée. Et tout cela implique de multiples acteurs, que ce soit pour les espaces de départ, les espaces d'arrivée ou les différentes routes empruntées par ces mobilités. On va donc voir au cours de ce thème comment la mobilité participe-t-elle à faire de notre monde un monde en transition. Donc on a pu le voir déjà au cours des différents thèmes de ce programme de géographie, que le monde est en transition. On a pu le voir avec les risques et les ressources. On a pu le voir également avec la démographie et le développement. Et au cours de ce thème, nous allons continuer de voir ce monde en transition avec l'exemple des mobilités. Donc nous verrons cela sous l'angle de la problématique suivante. Quelles sont les caractéristiques et les conséquences de ces mobilités dans le monde? Avec tout d'abord un grand 1, les mobilités touristiques internationales. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, tout d'abord il faut étudier quelques termes de vocabulaire. Donc évidemment le terme qui va être le plus utilisé ici, c'est celui de tourisme. On peut définir le tourisme comme tout déplacement hors du domicile pour une durée allant de 24 heures à 365 jours selon l'OMT. Donc l'OMT, c'est l'Organisation mondiale du tourisme. C'est une institution de l'ONU, comme peut l'être par exemple l'UNESCO, dont on a déjà parlé cette année. Et donc, pour cette organisation, elle a une définition très large du tourisme. Donc c'est tout déplacement, dès lors qu'il dépasse un jour et qu'il dure moins d'un an, est considéré comme du tourisme. Donc voilà, c'est une définition assez large, mais bon, qui permet en tout cas de définir le tourisme. Le tourisme, évidemment, a plusieurs formes. Il y a le tourisme de masse. C'est évidemment la forme de tourisme qui concerne un grand nombre de personnes. Quand vous allez voir la Tour Eiffel et que vous voyez énormément de gens sous la Tour Eiffel, c'est du tourisme de masse. Même chose quand vous allez sur une plage et que cette plage est remplie de personnes. Voilà, c'est vraiment des exemples typiques du tourisme de masse. Il y a d'autres formes de tourisme un peu plus récentes que l'on va étudier aujourd'hui. Donc le tourisme durable, c'est un tourisme qui est plus respectueux du développement durable. Alors je rappelle, ça veut dire que cette forme de tourisme cherche à être respectueuse des trois piliers, c'est-à-dire l'économie, le pilier social et le pilier environnemental. Donc voilà, c'est une forme de tourisme qui cherche à joindre ces trois piliers, donc du développement durable. Enfin, la dernière forme de tourisme que nous allons voir ici, c'est le tourisme équitable. Donc là, c'est une forme de tourisme où l'accent est vraiment mis sur l'idée de favoriser l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. C'est-à-dire qu'on peut être dans un pays très pauvre, avoir un hôtel, par exemple, recevant beaucoup de tourisme. C'est pas pour ça que les gens qui habitent à côté de cet hôtel vont directement recevoir de l'argent grâce à cette manne financière. Donc l'idée du tourisme équitable, c'est de redistribuer au maximum l'argent rapporté par le tourisme aux populations locales. Deux autres termes sont également à voir ici avant de commencer, les aménités. Donc c'est l'ensemble des éléments contribuant à l'agrément d'un lieu, donc le climat, le paysage, l'ambiance par exemple. Pourquoi vous allez sur une plage de la Côte d'Azur par exemple l'été? Parce que le climat est bien, il fait beau, il fait chaud, parce que le paysage vous plaît, et parfois également pour l'ambiance. Donc en fait c'est toutes les choses qui font qu'on a envie d'aller à tel endroit, tous les avantages que peuvent avoir les endroits dans lesquels se rendent les touristes. Et enfin, le dernier terme, c'est celui de station balnéaire. C'est donc un lieu
évidemment situé au bord de mer et aménagé pour l'accueil des touristes. Maintenant que nous avons vu les différents termes de vocabulaire que nous allons utiliser ici, nous allons pouvoir passer au grand A, à savoir les caractéristiques du tourisme mondial. Aujourd'hui, le tourisme, c'est la forme de mobilité internationale la plus répandue. C'est-à-dire que c'est avec le tourisme qu'il y a le plus d'échanges d'humains à travers le monde. Cette dernière connaît une forte augmentation depuis plusieurs décennies, comme vous pouvez le voir sur ce document que vous pouvez retrouver à la page 206 de votre manuel. On voit qu'il y a une très forte augmentation du nombre de tourisme au cours des dernières décennies. Entre 1980 et 2017, il faut savoir que le nombre de touristes est passé de 280 millions à 1,3 milliard par an. Aujourd'hui, le tourisme concerne 17% de la population mondiale, donc c'est un chiffre voilà, très élevé. Pour illustrer cela, je prenais tout à l'heure l'exemple des bateaux de croisière. Il suffit de regarder l'évolution des différents bateaux de croisière pour voir comment le tourisme a gagné vraiment en importance et en nombre au cours des dernières décennies. Donc on peut voir ici une comparaison entre différents bateaux comme le Titanic, le France, le Queen Mary 2 ou le Harmony of the Seas, qui est aujourd'hui le deuxième bateau le plus grand du monde, à quelques centimètres derrière le Symphony of the Seas. Et il est toujours intéressant voilà, de voir des images qui comparent la taille du Titanic et la taille des plus gros paquebots de tourisme actuels. Alors évidemment, les technologies ne sont pas les mêmes, mais ça montre également une certaine densification du tourisme. On peut voir avec ce graphique que le tourisme mondial a connu une très forte massification au cours des dernières décennies. On voit également que le nombre de migrants a légèrement augmenté, mais c'est très faible par rapport à vraiment l'explosion du tourisme dans le monde. Et donc on voit que quand on parle de mobilité, souvent on a tendance à penser premièrement aux migrations, alors qu'au final on peut le voir ici que les migrations concernent un nombre très faible de mobilité à l'échelle du monde en comparaison avec le tourisme. Alors d'où vient le tourisme? Ça c'est un point historique que je n'ai pas mis dans le cours exprès puisque c'est pas nécessaire que vous le connaissiez, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la vidéo, pour que vous ayez un petit peu plus de détails. Alors le tourisme sous sa forme moderne est né autour du 16e, 17e siècle. En fait, c'est les aristocrates anglais qui faisaient ce qu'on appelait un grand tour. D'ailleurs, ce terme de tour a donné le terme de tourisme que nous utilisons encore aujourd'hui en français ou en anglais. Donc au cours du 16e, 17e siècle, on a certains aristocrates anglais qui vont se lancer dans un tour d'Europe. Ils vont partir d'Angleterre, bien souvent de Londres, vont descendre l'Europe jusqu'à des villes italiennes comme Venise, Florence ou Rome. Donc on n'est pas très longtemps après la Renaissance, il y a toujours cette passion chez les aristocrates européens pour l'Antiquité, et notamment pour les ruines romaines, d'où l'idée d'aller à Rome voir de ses propres yeux les ruines romaines. Pour la première fois, on a des mobilités à l'échelle européenne, dont le but n'est pas de faire du commerce, d'aller faire la guerre ou autre, mais juste de visiter. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans l'Europe moderne. Donc, on a un peu ces débuts du tourisme qui naissent avec les aristocrates anglais, pratique qui va être reprise après par d'autres aristocrates, des Français, des Allemands ou autres. Un homme va vraiment marquer un tournant dans cette naissance du tourisme, c'est Thomas Cook. Alors Thomas Cook, c'est un nom que vous connaissez peut-être, puisque c'est le nom d'une agence de voyage qui existait jusqu'à septembre dernier. Alors Thomas Cook, c'est un Anglais qui est né en 1808, et en fait, en 1841, il doit emmener 500 alcooliques à une conférence sur l'alcoolisme à l'autre bout du pays. Il a alors une idée, il se dit, je vais contacter directement la compagnie qui gère le train, et vu que j'ai 500 clients potentiels, je vais voir si, avec ces tâches à grouper, je peux faire descendre les prix. Il va y parvenir, et il va se dire ensuite, pourquoi je ne reprends pas cette idée de faire des voyages groupés, donc moins chers pour les personnes qui y participent, à une échelle beaucoup plus grande. En 1855, sur cette idée de voyage groupé et donc de pouvoir baisser les prix et encadrer un voyage sur une plus grande surface, il va lancer le premier tour d'Europe. C'est une réussite et en 1872, il lance même le premier voyage à travers le monde. Donc voilà, Thomas Cook, c'est vraiment un personnage qui est fascinant, il a inventé beaucoup de choses, il est un peu l'inventeur du voyage organisé que nous connaissons encore aujourd'hui, mais il a inventé d'autres choses comme les tickets qui permettaient de payer de la nourriture ou les hôtels à l'autre bout du monde et qui permettaient aux voyageurs qui faisaient ces voyages organisés de ne pas se trimballer avec des grosses sommes d'argent. Donc il a inventé plein de choses comme ça qu'on utilise encore aujourd'hui, comme les tickets, qui permettent de payer sans transporter d'argent. À côté de cette invention du tourisme moderne avec des hommes comme Thomas Cook, il ne faut pas perdre de vue également que c'est les moyens de transport qui vont amener à chaque fois une massification de plus en plus grande du tourisme. Au XIXe siècle, évidemment, c'est le train qui est le moyen de locomotion principaux des touristes.
Ça devient ensuite le bateau, à partir des débuts du XXe siècle notamment, puis ça deviendra l'aviation avec les débuts des avions commerciaux dans la seconde moitié du XXe siècle. Petit à petit, on a donc une vraie massification du tourisme à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors historiquement, on a trois grands pôles qui sont à la fois les principaux émetteurs et récepteurs de tourisme dans le monde. Vous pouvez retrouver ces différents pôles sur cette carte, mais également dans votre manuel aux pages 204-205. Donc il s'agit de l'Europe, de l'Amérique du Nord associée aux Caraïbes et de l'Asie du Sud-Est. Trois pôles sont donc les espaces d'où partent le plus de touristes à travers le monde et où il y a les plus fortes concentrations de tourisme également à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les principaux émetteurs et récepteurs de touristes à travers le monde. Aujourd'hui encore, la France est le pays le plus visité au monde avec à peu près 90 millions de visiteurs par an. Alors c'est un chiffre qu'on peut légèrement nuancer puisque en fait la France a une position assez centrale en Europe et beaucoup de touristes de l'Europe du Nord se rendent par exemple en Espagne. Pour descendre jusqu'en Espagne, ils vont passer une nuit en France et donc, vous vous rappelez la définition qu'on a vue tout à l'heure, dès l'instant où on passe une nuit dans un pays, on est considéré comme un touriste. Donc on peut un peu nuancer ce chiffre, même si la France est, il est vrai, une très très grande, si ce n'est la plus grande puissance touristique au monde. Le tourisme constitue également un secteur économique de premier ordre. Il y a environ 10% du PIB mondial qui est directement ou indirectement dû au tourisme. C'est-à-dire que quand, par exemple, des touristes se rendent à Paris, quand directement ils vont donner de l'argent à des hôtels, mais indirectement il faut penser aux restaurants, à ceux qui vendent aux boutiques de souvenirs par exemple, et également à toutes les personnes qui travaillent pour ces hôtels, donc indirectement ça concerne un nombre de personnes très élevé. Et 10% du PIB mondial c'est énorme, on peut par exemple dire que le tourisme est un secteur aussi important à l'échelle mondiale que l'industrie pétrolière par exemple. Donc ça montre vraiment que le tourisme, c'est vraiment une activité économique de premier ordre à l'échelle du monde. Le tourisme est souvent associé à l'image des stations balnéaires. On a tous cette image de grandes plages, comme on peut le voir ici sur cette photographie prise en Martinique. Mais il ne faut pas oublier le fait que le tourisme urbain est la forme de tourisme la plus importante à l'échelle du monde. Les touristes vont en priorité dans des villes. Il ne faut pas oublier également les autres formes de tourisme, comme le tourisme de montagne, qui est évidemment très développé notamment en France, dans des chaînes comme les Alpes, ou encore le tourisme culturel. Par exemple, ici, vous avez une photographie montrant deux touristes en train d'admirer le pont du Gard. Donc, il y a différentes formes de tourisme, et certaines formes auxquelles on pense moins en priorité, comme le tourisme d'affaires, qui n'est pas à négliger pour autant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que le tourisme s'est énormément renforcé au cours des dernières décennies et qu'aujourd'hui c'est un secteur très important à l'échelle mondiale et un secteur qui concerne des formes de tourisme très différentes. Le tourisme a également connu un certain nombre de mutations et c'est ce que nous allons voir au cours de ce grand B, à savoir le tourisme, un secteur en pleine évolution. Depuis quelques années, notamment depuis le début des années 2000, le tourisme mondial connaît un certain nombre d'évolutions. Tout d'abord, l'arrivée des compagnies low cost à partir des années 1990 et l'apparition de nouvelles formes d'hébergement ont fait diminuer les prix et donc augmenter le nombre de touristes dans le monde. Vous pouvez voir déjà sur ce document que rien qu'entre 2013 et 2015, le prix des billets d'avion, que ce soit long courrier, donc pour des grandes distances ou court courrier pour des petites distances au départ de Paris, les prix ont très fortement baissé. Donc ça, c'est dû aux compagnies low cost apparues dans les années 1990 et qui se sont énormément renforcées ces dernières années. De plus, il y a de nouvelles formes d'hébergement que vous connaissez tous, les Airbnb par exemple. Donc tout ça fait que un voyage, que ce soit le déplacement, la location ou l'ensemble des activités, coûte de moins en moins cher. Et donc cela explique en partie le fait qu'il y ait de plus en plus de touristes dans le monde. Cependant, c'est pas la seule chose, il faut penser également à l'augmentation du niveau de vie, notamment en Asie. On peut penser à la classe moyenne chinoise qui a désormais les moyens, en tout cas une partie de cette classe moyenne, de pouvoir se payer des vacances à l'étranger. Donc cela fait grossir le nombre de touristes à travers le monde et explique cette grande évolution, cette grande massification du tourisme mondial. Donc ça, c'est une première évolution. De même, aujourd'hui, les destinations sont de plus en plus variées. Donc on a toujours les trois pôles majeurs qui restent les mêmes, donc l'Europe, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, et l'Asie du Sud-Est. Donc ces trois pôles majeurs restent les premières zones
d'où partent et où arrivent les touristes, mais on a de nouvelles destinations qui voient le jour. Également certains pays qui renforcent leur poids dans le tourisme mondial. On peut prendre l'exemple de la Chine. Pour illustrer cela, nous avons à notre disposition ici un tableau issu des chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, première chose, on peut voir que dans les années 1950, les 15 premiers pays touristiques au monde concernent quand même 97% du tourisme mondial. Donc on a une part très faible des autres destinations touristiques à l'échelle du monde dans les années 1950. On voit que la Chine n'est pas dans ce top 15. Même chose avec les années 1970, la Chine n'est toujours pas dans le top 15. Et là par contre on voit deux choses, que on est passé de 25 millions de touristes dans le monde à 166 millions entre 1950 et 1970. Et on voit également que les autres destinations touristiques, en dehors du top 15, ont augmenté leur poids à l'échelle du tourisme mondial, puisqu'on est passé de 3% d'autres destinations en 1950 à 25% en 1970. La Chine fait finalement son entrée dans le top 15 à la 10e place en 1990, et depuis la Chine ne fait que monter dans ce classement. Elle était par exemple 5e au début des années 2000, elle est aujourd'hui 3e, on peut voir toute l'évolution qu'a connue la Chine, et selon certaines estimations, la Chine pourra devenir un jour la première destination mondiale, peut-être dans les années voire les décennies à venir. Cependant, le tourisme international, qu'on a beaucoup étudié ici, ne doit pas faire oublier le fait que 80% des déplacements se font dans l'espace régional d'origine. C'est-à-dire que la plupart des touristes déjà voyagent premièrement dans leur pays, et quand ils sortent de leur pays, souvent, ils vont dans la zone géographique la plus proche. C'est évidemment dû au fait que cela coûte moins cher, par exemple, de prendre sa voiture et de partir en vacances en Europe que de prendre l'avion et d'aller en vacances ailleurs. Pour prendre l'exemple de l'Europe toujours, il faut savoir qu'en Europe, 87% des séjours internationaux sont le fait d'Européens. Donc la plupart des touristes en Europe sont des Européens. De plus, le tourisme de masse entraîne des effets territoriaux sur les espaces où il est présent. En effet, cette forme de tourisme est une importante source de pollution et de pression sur les ressources. Par exemple, l'avion ou le bateau qui sont très utilisés dans le cadre du tourisme mondial sont des moyens de transport très polluants. Vous avez par exemple ici l'illustration de toutes les pollutions liées à un bateau de croisière. Autre conséquence néfaste du tourisme, la montée des prix de l'immobilier. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple de Lisbonne au Portugal. C'est une ville qui est devenue très touristique au cours des dernières années, et donc l'une des conséquences de cette mise en lumière touristique de plus en plus grande, c'est la montée des prix de l'immobilier. Plus une ville est touristique, plus elle peut rapporter d'argent pour les commerçants, les hôteliers qui s'y trouvent. Donc déjà, on a de plus en plus de commerçants, d'hôteliers qui vont chercher à racheter des immeubles dans cette ville. Cela va faire monter les prix de l'immobilier. Autre chose, il y a moins en moins d'appartements qui vont être mis à la disposition, loués en tout cas, aux populations locales, puisque louer un appartement sur une période courte à des touristes rapporte plus que de louer au mois à un habitant qui habite là toute l'année. Et donc il y a de moins en moins d'appartements disponibles pour les habitants de Lisbonne, de plus en plus pour les touristes. Et les appartements qui restent connaissent une augmentation des prix. Et donc les habitants qui étaient là avant les touristes sont obligés d'habiter de plus en plus à l'extérieur de la ville. Donc ça c'est une autre conséquence néfaste. Le tourisme entraîne également parfois une certaine bétonisation d'une partie des côtes. On peut le voir par exemple sur cette photographie qui montre la bétonisation des côtes en Espagne, dans une station balnéaire, donc celle de Benidorm, au sud de Valence. On peut voir ici que toute la côte est complètement saturée de construction, notamment de barres d'immeubles, pour permettre d'accueillir un maximum de touristes. Et donc on a ici une forme très avancée de bétonisation qui évidemment entraîne la destruction de paysages, mais également d'une certaine partie de la biodiversité qui était présente sur ces espaces avant la bétonisation. Face à cela, de nouvelles formes de tourisme apparaissent, avec par exemple le tourisme durable ou le tourisme équitable que nous avons déjà évoqué précédemment, et qui permettent de limiter les effets néfastes du tourisme sur certains territoires. Il y a même certains pays qui vont se spécialiser vraiment dans ces nouvelles formes de tourisme, qui sont de plus en plus prisées par une partie des consommateurs. C'est le cas par exemple d'un pays, le Costa Rica, en Amérique centrale. Par exemple, le Costa Rica, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, s'est lancé à partir des années 80 dans l'écotourisme, avec la création de nombreuses zones protégées, des parcs nationaux, des zones biologiques, des réserves naturelles, qui recouvrent aujourd'hui 25% du territoire.
La création d'un label attribué aux entreprises qui respectent les exigences du tourisme durable, comme par exemple les éco-lodges. Alors c'est une politique qui a permis au Costa Rica de capitaliser sur son environnement, d'attirer de plus en plus de touristes et de voir une augmentation des revenus des populations locales vivant près de ces zones protégées. Enfin, les espaces touristiques peuvent être également au cœur de conflits entre les acteurs sur la gestion des ressources, comme c'est le cas en Tunisie, avec l'exemple de l'eau. Donc sur ce croquis, vous remarquerez déjà qu'il manque l'orientation et le titre. Sur ce croquis, donc, on peut voir l'occupation humaine de la Tunisie, mais également les ressources en eau et les aménagements hydrauliques liés à l'utilisation de cette ressource, donc de l'eau. On va avoir dès lors, à certains endroits, des conflits liés à cette utilisation de l'eau. On a par exemple à l'est du pays, la région autour de la ville de Sousse, où on peut voir qu'au sud de cette dernière, il y a un littoral qui est très touristique. Qui dit touristique dit présence d'hôtels, donc consommation d'eau pour remplir les piscines, pour par exemple les golfs, mais également pour la consommation des touristes. On a donc une consommation d'eau qui est de plus en plus grande. Cependant, les habitants de la ville de Sousse ont toujours besoin de consommer de l'eau également, mais c'est le cas également des agriculteurs, des industries qui ont également besoin d'eau. Donc on a des besoins de plus en plus grands, notamment liés au fait que le tourisme qui se développe nécessite également beaucoup d'eau. Sauf qu'on est dans une région où il y a une certaine aridité qui fait que l'eau est une ressource assez rare, et donc cela peut amener des conflits liés à l'utilisation de l'eau. Est-ce qu'on favorise l'utilisation d'eau pour le tourisme, pour l'agriculture, pour l'industrie? Tout ça peut entraîner des conflits. Devant les enjeux économiques et environnementaux, des acteurs peuvent également s'opposer sur la mise en place de projets touristiques. Pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple du projet Europa City au nord de Paris, dans une zone que l'on appelle le triangle de Gonesse, qui est une zone où l'on retrouve à la fois des habitations, mais surtout des espaces naturels et des espaces agricoles. Donc il y avait un projet d'implanter ce projet Europa City, donc une zone dans laquelle on pouvait retrouver des commerces, des restaurants, des bars, mais également des activités de loisirs. Et donc l'idée était de rendre ce territoire plus attractif, et on a donc d'un côté les acteurs favorisant les enjeux économiques, donc voulant rendre ce territoire plus touristique, et donc ramener une certaine manne économique dans ce territoire, et d'autres défendant le caractère environnemental de ce lieu, et donc on a une opposition d'acteurs avec des visions différentes sur un espace dont le projet était de le rendre plus touristique. Le tourisme est donc un secteur en pleine mutation, en pleine transformation. On peut reprendre l'exemple de Thomas Cook. C'est comme une entreprise qui a été fondée en 1841 et qui a fait faillite quand même 170 ans plus tard, n'ayant pas réussi à faire face aux mutations qu'a connues le tourisme, notamment avec l'arrivée d'Internet. Enfin, le tourisme peut avoir des conséquences néfastes, notamment sur l'environnement, comme on a pu le voir, ce qui explique que certains acteurs peuvent s'opposer à des projets touristiques, comme ce fut le cas avec Europa City au nord de Paris. Cela explique également l'engouement de plus en plus grand pour d'autres formes de tourisme, plus respectueuses de l'environnement et plus largement du développement durable, comme le tourisme durable ou le tourisme équitable. Afin de mettre en pratique tous les éléments que l'on a pu voir aujourd'hui, l'activité de cette semaine consiste à réaliser une brochure touristique. Donc vous devez réaliser votre propre brochure touristique à propos d'une destination. Donc cette dernière peut être une ville, une région ou plus largement un pays, de votre choix. Donc l'idée c'est vraiment de prendre une destination, soit que vous avez déjà faite et qui vous a beaucoup plu, soit une destination qui vous fait un peu rêver. Vous devez donc présenter cette destination en utilisant un maximum de vocabulaire qu'on a pu voir en cours, donc en présentant de quel type de tourisme il s'agit, tourisme de masse, tourisme durable, tourisme équitable par exemple, mais également les aménités du lieu. Qu'est-ce qui fait que ce lieu, selon vous, est un lieu touristique? Vous devez également situer, on est en géographie, donc situer l'espace dont vous évoquez l'attrait touristique, mais également préciser d'où viennent les touristes qui visitent cet espace. Est-ce qu'ils viennent majoritairement des grands pôles touristiques, ou est-ce que c'est des touristes qui viennent d'endroits plus spécifiques du monde? Vous devez enfin présenter les acteurs qui participent à cette mise en tourisme, c'est-à-dire quand vous vous rendez dans cet espace, quel type d'acteurs vous rencontrez. Ça peut être les compagnies aériennes, les hôtels, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que surtout elle vous a permis de comprendre le cours plus en détail. Si vous avez encore des petites incompréhensions, n'hésitez pas à me le dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, profitez bien, faites attention à vous, et à bientôt.